Je n'ai jamais volé dans cette maison. Jusqu'aujourd'hui, je suis irréprochable au travail et dans mon comportement. Sauf que, il y a quelques semaines, quelques jours par là, on a reçu à la maison de mon patron un de ses amis qui me connaît depuis des années et m'a posé la question: Hé Thérèse, ouais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Finalement, tu es sortie de prison. Tu es sortie depuis quand? Comment tu vas? Je vous assure, ce jour-là, si mes patrons ne sont pas tombés en syncope, ils ne mourront plus jamais. La femme du patron aujourd'hui veut se séparer de moi, mais le patron estime que je travaille bien et qu'on doit me donner une chance. Comment faire pour garder cet autre emploi? Comment rassurer la femme du patron qui a peur pour ses enfants que je gère aujourd'hui? Aidez-moi. Aidez-moi. Wow. Avec des conseils. Avec des conseils, des astuces, comment m'y prendre pour rassurer ma patronne. C'est très souvent ça le problème. Cette stigmatisation, cette identité qui vous colle à la peau lorsqu'on vous voit comme un ancien prisonnier, un ancien bagnard, que vous soyez repenti ou pas. La société a déjà tendance à vous coller une étiquette, comme un vieil adage le dit: celui qui vole un œuf volera un bœuf. Pamela Phomène, vous feriez confiance à un ex-tolard qui précise bien qu'il est allé en prison pour un homicide inventé? Généralement, on a ce discours: soit je n'ai pas voulu faire ça, ce n'était pas mon intention, soit je suis innocent. C'est une erreur judiciaire. Ça peut être pour un homicide, ça peut être pour un cambriolage, un vol à l'étalage, ça peut être Mais pour le cas de la dame, elle reconnaît au moins l'état d'ivresse et le pire c'est malheureusement produit. Donc là, on peut pas juger, enfin, on peut pas accuser quand même la justice. Mais je crois qu'on peut lui donner une chance. Pour aller directement dans le sujet, on peut lui donner une chance. Il y a des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation où on ne sait véritablement pas si la personne a raison, aussi la personne a tort, parce qu'il y a aussi, on dit qu'il y a des innocents en prison. Donc, pour le cas de la dame, on sait, elle reconnaît ce qu'elle a fait, elle a payé le prix. Aujourd'hui, elle a refait sa vie ou alors elle veut refaire sa vie. Elle a tout perdu, on dit elle a perdu son mari, je crois également ses enfants. Bon, ses enfants, il y en a qui sont un peu, voilà. Oui, avec l'absence de la mère, du père, c'est normal que... Ils sont un peu, voilà quoi. Donc, je crois qu'on doit donner chance à cette femme. Pourquoi? Parce que le mari précise que c'est vrai, on ne connaît pas son passé, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'elle a eu à faire la prison, mais sur le plan professionnel, elle est irréprochable. Peut-être c'est quand la dame, je vais dire la femme du monsieur, a su l'information qu'elle commence à avoir un peu de pique, elle doute un peu, est-ce que la femme est de bonne moralité, est-ce que cette femme pourra continuer à entretenir mes enfants, mais retenez que vous ne savez rien de cette dame. Est-ce qu'elle est reprochable? Est-ce qu'elle ne vient pas au travail à l'heure? Est-ce qu'elle ne s'occupe pas véritablement des enfants? Est-ce qu'elle le fait parce que vous lui demandez? Est-ce qu'elle a déjà volé chez vous? Non, absolument pas. En tout cas, l'histoire n'a pas révélé cela. Donc, je crois qu'on peut encore donner chance à cette femme. Aujourd'hui, son souci, c'est de savoir comment faire pour casser ce climat de suspicion qui règne désormais entre ses employeurs et elle. Non, elle ne peut pas. C'est quelque chose qui est personnel, même en famille. Si vous avez un frère qui sort de la prison, pour s'intégrer, c'est vraiment difficile. Parce qu'à chaque fois, si vous allez dans une famille où peut-être on vous le dit n'importe quoi, un téléphone portable, la première idée sera sur la personne. Que non, comme c'est un recours de justice, là, peut-être que c'est lui. Peut-être, même en entreprise, c'est difficile qu'on vous donnera des postes de responsabilité. On a toujours l'impression, ça c'est l'impression qu'on a, sauf qu'il y a des personnes qui peuvent changer, vraiment. Je crois qu'on dit souvent, il faut t'avouer, être à moitié pardonné. Il y a des personnes qui peuvent changer. Seulement il y a des personnes qui retiennent. Il y a des personnes qui ne comprendront jamais, même après avoir fait la prison. Mais pour le cas de la dame, elle est irréprochable, on peut lui donner une seconde chance. Maintenant, ça dépend du patron. Ça dépend du patron. Le patron a son passé, il a le présent. C'est à lui de voir comment il va gérer le futur de cette dame. Mais si elle reconnaît son tort, elle reconnaît que vraiment c'est un mea culpa qu'elle a fait, on peut passer à autre chose. C'est difficile, hein? C'est très difficile parce qu'au niveau même du traitement, on connaît des personnes qui passent par la prison, ça change 2-3 choses dans la mentalité autre. Oui, mais si les enfants sont en sécurité, si elle prend bien soin des enfants, elle s'occupe de la maison, elle fait ce qu'on lui demande de faire, elle a un salaire à la fin du mois, pourquoi pas? Elle peut recommencer sa vie, c'est une nouvelle intégration. Est-ce qu'il est judicieux de parler de tout lorsqu'on va postuler? Non. De parler de tout ce qu'on a fait avant de postuler. Vous ne parlez pas de tout? J'ai dit, est-ce qu'il est judicieux? C'est une question très souvent piège, parce que quand un patron
vous appelle, vous reçoit au cours d'un entretien, sachez qu'il a déjà beaucoup d'informations sur vous. Beaucoup d'informations sur vous. Donc, quand vous vous asseyez et qu'il vous pose un certain nombre de questions, il faut être capable de dessiner dans sa façon de poser des questions quelque chose de rhétorique. Il ne va pas retenir n'importe qui. C'est pour cela qu'il vous demande vos CV, il vous demande des lettres de recommandation et souvent avec les contacts de vos ex-patrons parce qu'il va se renseigner. Donc, du coup, lorsque vous arrivez, il y a un dilemme. Vous vous mettez dans la posture du gars qui se dit... Il ne sait pas tout. Il ne faut pas que je lui dise que j'ai été viré là-bas pour faute professionnelle. Mais en même temps, si je ne lui dis pas et qu'il se renseigne et qu'il apprend, est-ce que je dois être honnête ou alors est-ce que je dois appliquer le principe de toute vérité n'est pas bonne à dire? Message adressé au menteur. C'est à vous qu'elle parle. Donc, vous pensez qu'elle aurait dû être honnête dès le départ? Ça lui aurait évité ce genre de déconvenu? Oui. Oui. Mais elle a déjà quand même cherché beaucoup d'emplois. Elle aurait dû dire. Malheureusement, hein, Cédric, on est tous sceptiques. Ouais, peut-être ici aujourd'hui on dira non, donnez-lui une chance, nanani, nanana, mais ici il serait difficile pour chacun d'entre nous, ici et même vous à la maison, d'accepter facilement que votre frère prenne en os une femme qui vendait le plaisir précédemment et vous le sachant. Ce serait difficile, même si la dame a décidé de se repentir. C'est pour dire qu'en tant qu'humain, on a des réticences par rapport parfois à des a priori qu'on a sur des gens qu'on ne connaît pas. La dame peut dire, oui, j'ai été une taularde parce que j'ai renversé quelqu'un, mais il peut s'avérer qu'elle a été en tôle pour autre chose. Possible. Il faudrait que la dame qui nous envoie l'histoire se mette un peu à la place de sa patronne. Sa patronne est apeurée. Et peut-être, vous avez certainement eu quelques petits égards de comportement en tant qu'être humain. Et elle va faire le rapprochement avec votre passé. Ça va ressortir. Oui, elle va faire le rapprochement avec votre passé en disant, le jour où je lui ai parlé par rapport à telle chose, le regard qu'elle m'a lancé, la chaussure que je ne trouve pas depuis, que je me suis dit que j'avais donnée à ma petite soeur, en fait, c'est certainement elle qui a pris cette chaussure. L'idéal pour la dame, moi je dirais, c'est d'attendre. Il n'y a pas d'astuce à vous donner. Si on vous garde, qu'on vous garde. Si on ne vous garde pas, partez de là. Et si vous avez eu le nécessaire pour... si vous avez pu épargner quelque chose, lancez-vous dans votre propre activité. Parce que les humains que nous sommes avons des difficultés à donner des chances aux personnes qui ont... que la société a accusé. Oui, on n'est pas... Peut-être mentalement, on n'a pas été préparé à cela. On n'a pas été... Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a des maladies qui se sont avérées être contagieuses et qui ont fait grand bruit, lorsqu'on vous disait telle personne a telle maladie, on commençait à cataloguer, à marginaliser un peu la personne. Donc, les humains que nous sommes comme ça, malheureusement. On ne nous a pas appris que en sortant de tel ou de tel autre endroit, on peut être quelqu'un de bien. C'est un peu comme quelqu'un qui a consommé des stupéfiants ou de la drogue pendant un temps. On est convaincu que cette personne, même si elle n'en consomme pas, au fond de nous, on se dit qu'il peut rechuter. Il fume en cachet. Donc, ce sera difficile. Vous savez que c'est un truc qui ne se cache pas. Oui. Oui, avec le nez. On finit toujours par se dire que non, il ne peut pas arrêter comme ça. Moi, je connais personne qui a arrêté comme ça. Pourtant, il y a des gens qui se répandent vraiment, qui changent vraiment, mais vraiment de vie. Ils sont touchés par le Saint-Esprit. Bon, si on veut, je crois. Ou bien alors touchés par les incantations bantoues. Peut-être, mais je crois que tout vient d'abord de la volonté propre qu'on a. On ne peut changer que si on a la volonté. Et la dame ici, moi, c'est l'occasion de faire un appel aux femmes qui se retrouvent également à consommer de l'alcool. Il faut consommer la dose qui vous convient. Vous êtes peut-être consommatrice d'alcool, mais vous n'avez pas de véhicule. Mais vous pouvez consommer de l'alcool et votre ivresse vous fait vous faire renverser. Vous fait faire renverser, c'est ça, non? Vous emmène à renverser. Non. Quoi? Tellement vous êtes saoul que quelqu'un vous renverse. Ah oui, voilà. Vous comprenez ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc,
on peut se retrouver dans la situation de la personne qui conduit en état d'ivresse, mais on peut se retrouver par la personne qui est victime d'accident parce qu'elle était en état d'ivresse. Donc, de quelque façon que ce soit, lorsque les femmes ou bien les hommes consomment de l'alcool, chacun doit pouvoir connaître sa dose. Si la dose de Pamela, c'est 9 à 10 bières, à partir de la 9e bière, Pamela peut monter à 9 bières. Quel exemple, Dominique Audrey. Elle doit pouvoir... C'est vendredi, hein. Je me rappelle juste qu'on a parlé de vendredi aujourd'hui. C'était juste une petite remarque. Elle doit déjà pouvoir appeler son chauffeur et lui dire, voilà, dans 30 minutes, il faudrait que tu sois là pour me ramener à la maison parce que je ne tiens plus sur mes jambes ou bien je suis déjà fatiguée. Là, à la 10e bière, Bonjour, le conducteur est déjà là et après, hop, on la ramène à la maison. D'accord. Ouais. Donc, Franck devrait être là. Attends. Ok. Désolé, hein, Pamela, c'est vendredi. Je suis habitué, je fais ce que je veux. Hein. C'est ça. Ouais, je fais ce que je veux. Là, tu es le modérateur. Oui, je fais ce que je veux. D'accord. Non, donc attendez-moi en bas pour commencer à me faire les problèmes. Ici, là, c'est moi. Il faut que, okay. comme dit quelqu'un, il faut que c'est moi. Bon, mon Bengane, notre société et beaucoup d'autres ont cette caractéristique de coller une étiquette aux personnes qui ont déjà été condamnées par la justice. Sauf que là, on se retrouve face à une femme qui visiblement était impeccable dans son travail. Dominique Audrey pense qu'elle devrait continuer à faire comme elle fait. Si on la garde, tant mieux. Si on ne la garde pas, qu'elle prenne sur elle de lancer sa propre activité. Très souvent, c'est ce que des personnes qui sortent de prison font. Elles essaient de se reconstruire en lançant leur propre activité. Là, au moins, pas moyen d'être jugé. Vous pensez ça? Il y a deux choses qui vous ont gâté. Quand je dis vous, je parle des sociétés africaines. Les églises abrahamiques que vous avez embrassées, plus l'occidentalisation. Vous avez introduit l'émission tout à l'heure en disant vendredi 13. Bon, si c'était les Africains qui avaient dit que non, le chiffre 13, vraiment, on a dit, ah bon, des sorciers, voilà des gens. Mais heureusement que ça vient de chez vous, les Scandinaves, au Canada, par exemple, ils voulions dire le chiffre 13 là. Dans les hôtels, on n'a pas de chambre 13. Non, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On aurait dit que voici, en réalité, c'est parce que nos États n'ont pas voulu, et nous reviendrons toujours là-dessus, faire un consensus entre les royaumes et la République. Les royaumes qui ont précédé la République, donc ici, il s'agit pour vous qui êtes allés à l'école, ce qu'on peut appeler la resocialisation des prisonniers, disons ça comme ça. Or, vous ne lisez même pas. Ou alors vous choisissez des lectures pour ce cas-là, parce que quand ils sont dans un quartier comme celui-là, si vous lisez les ouvrages comme Restituer l'histoire aux sociétés africaines, promouvoir le sens social, où Jean-Marc Kella parle par exemple de l'analyse dynamique des sociétés africaines. Oui. Vous avez donc vu où on a chuté. Par exemple, le code pénal peut vous condamner à vie si vous êtes coupable d'avoir détourné 500 000. On crée un tribunal spécial qui vous dit non, nous on ne vous intéresse pas. Si vous avez détourné 50 millions, c'est là où on va vous juger. Mais si vous remboursez le corps du délit, on peut vous... Voilà par exemple un rôle qu'on n'a pas expliqué aux populations. Ça donne l'impression que on dit détournez plus, vous pouvez être libéré. Vous détournez moins et on peut vous condamner à vie. De la même manière que les prisons camerounaises ont des noms. On vous parlait de prisons de production, Et on a encore dit qu'il peut avoir des peines alternatives. Comme les travaux d'intérêt public. Voilà. Quand vous mettez c'est-à-dire quoi, un médecin en prison pour 25 ans, qu'est-ce qu'on veut là? C'est pour chercher quoi? Pourquoi on ne peut pas y faire 2-3 ans et les autres ont commis ça en peine? Voilà, des infirmiers, d'un certain nombre de choses. Et que cette dame, elle reconnaît pourquoi là-bas en prison, nous n'avons pas des cadres de resocialisation en disant, toi-même tu as vu comment l'alcool est, ta famille est en train de. C'est-à-dire qu'en sortant, et la famille, c'est le premier cercle, je connais que, dans les visites qu'elle reçoit, de ses parents, de son mari, de ses enfants, elle a, j'allais dire quoi, une note de honte. Et qui lui dit non, n'est pas honte, voilà.
Et le tribunal également qui l'a condamné essaye d'analyser tout ça réuni, le sortir. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui n'ont pas été intégrées. Et c'est là où les Bantous seront toujours en avant sur vous. En avant sur vous. Parce que pour une femme comme telle qui est commis un tel acte, vous voyez, on dit comment resocialiser cette femme. Elle a été obligée de cacher Voilà, son passé. Elle est obligée de cacher. Or, non, il faut, et Dominique Audrey a l'habitude de dire ça, elle est comme elle est. Elle dit, je buvais hier, j'ai commis des gaffes. Or, votre société n'accepte pas ça. Or, c'est cette société-là qui doit réguler et réformer et la mentalité, le comportement des gens. Or, quand vous verrez donc que Dominique Audrey ne peut pas laisser ses enfants chez le voisin, elle a peur. Alors que Charles Amel, nous, à notre époque, me dit... À plus forte raison se dire qu'on va... À plus forte raison laisser ses enfants en compagnie d'une ancienne pour aller vite, ma fille dit, en les regardant dans les yeux, et même ça, elle ne savent même pas regarder les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle en vous regardant, le gestuel montre s'il est repenti ou pas. Et pourquoi j'ai pris l'église? Bon, on est prêt à pardonner Paul, parce qu'il a trouvé le chemin de Damas. Vous voyez donc, mais on n'est pas prêt à pardonner son frère. Jésus a décidé quoi? Même eux ne veulent pas. Que celui qui n'a pas péché, voilà, lance-la. Que celui... Vous voyez, on récite ça tous les dimanches, tous les ceci, mais quand on arrive, on trouve une femme qui travaille bien, on va étiqueter. Non, dis ce que tu es ma fille. Je dis, peut-être que tu comprendras. Mais si tu ne comprends pas, ne te gêne pas. Ne te gêne pas, peut-être le peu, tu vas te réinstaller. Si la société globale est dans cette situation, tu commences peut-être par tes petits métiers à toi où tu es ta propre patronne, vente de condiments, je ne sais pas quoi, pour te resocialiser. Charles Armel, elle devrait déjà penser à cette alternative-là, être sa propre patronne, au lieu d'être obligée de cacher son passé devant les autres. C'est pas encore la colère. La bouche, c'est pas encore la colère. Monsieur Dim, on connaît votre passé? Mon passé? Oui, est-ce qu'on le connaît? On n'a pas. En tout cas, pas ici. Vous êtes sûr qu'on n'a pas? Vous connaissez le passé d'une ancienne fille de Minifem? C'est pas possible. Charles, vous n'avez pas le droit. C'est un nom de quartier. C'est un nom de quartier, Charles Armel. C'est un nom de quartier. C'est un tacle irrégulier, ça. Charles Armel battu. L'arbitre a déjà sifflé. C'est un tacle irrégulier. Carton jaune. Dingo, laissez ça. J'ai tourné un carton jaune, vous voulez que je fasse quoi? Que je l'évacue du terrain. C'est bon. On est 10h30. À la simple vocation de Minifem, on doit fuir. Oui. À la simple évocation de Minifem, on doit fuir. Ne riez pas de me dire que vous l'avez pas vu. Moi, j'ai grandi à Macria. C'est pas... Chacun d'entre nous a un secret. Moi, il ne faisait pas ça. Ouais. Non. Voilà, c'est dessus, non. On est passé dessus. On n'est plus là. Oui, c'est encore ça. Je vous ai dit que Dominique Audrey, si vous l'attaquez, préparez-vous la journée. Donc, chacun d'entre nous porte des secrets. Ouais, Dominique Audrey. On va arriver. Ça là, je ne peux pas vous pardonner ça. Alors, c'est vendredi la paix. Oui, la paix. La paix. En 1977, l'Église avait posé une question. Doit-on tout dire aux prêtres lors de la confession? Les fidèles en chœur à la paroisse de Konsamba avaient dit non. Parce que chaque fois qu'on vous dit, on se fait arrêter le lendemain. L'église était utilisée pour pouvoir traquer les maquisards sous cap de ceux qui posaient des actes. Est-ce que moi qui va dire, je me lève pour aller dire à un prêtre dans la confession que j'ai tué, ce prêtre va-t-il garder ce secret
parce qu'il doit me donner l'absolution alors que ce que j'ai fait est un crime macabre, quel conseil me donnera-t-il? Je te bénis, je t'absous de tous tes péchés. Prie 10 fois je vous salue Marie, 10 fois notre Père. Vous voulez. Alors, vous vous rendez donc compte que chacun d'entre nous porte un secret, une page noire qu'il gagnerait à ne pas être divulgué, qu'il gagnerait à ne pas être connu par tous. Vous avez votre passé noir, chacun ses pages noires. On dit même qu'on a tous les cadavres dans le tiroir. Voilà, les cadavres dans les placards. Alors, vous voyez donc que la société que vous avez présentée, que vous donnez à consommer, est une société où l'œil, au lieu de regarder dans le bon sens, l'œil se met à juger. Quelqu'un est en train de regarder la télé en disant que vraiment Dominique Ndjouksa s'habille, il regarde comment elle s'habille, pendant que vous avez apprécié Dominique Audrey, en disant qu'elle est toute belle, elle a un style et tout, qu'elle souriait, elle sourit même quoi, elle ressemble à quoi? Pendant que lundi on a apprécié Pamela avec ses bérets, quelqu'un a dit que tu dois ressembler à quoi, qu'on l'enlève du plateau du Zénith. On passe plus de temps avec nos yeux à juger l'individu qu'à voir le bien-être, comment on va dire? Non, à comprendre. On juge avant de comprendre. C'est dit. Cette société, la ville de Douala, est pleine de meurtriers. Je dis de meurtriers cachés dans les maisons. Je sais de quoi je parle. Entre samedi et dimanche, la quantité de crimes qu'il y a. De crimes qu'il y a dans cette ville. Vous voyez un gars qui a passé toute sa nuit en boîte de nuit, il sort ligne droite. À quoi? Ligne droite. Il sait qu'il sort jusqu'à Bonabassem. Ça veut dire qu'il ne connaît pas de virage. Tout ce qu'il rencontre, il frappe. Vous savez combien de personnes qui font les marches du matin sont internées? Vous savez combien de personnes rentrent parfois avec le rétroviseur, le phare cassé, on lui demande que ça s'est passé, combien il te dit que gars, je ne sais même pas. Laisse-moi entendre, pas. Il a assis, on dit qu'il y a eu crime, un véhicule a frappé une dame dont l'identité, ça lui revient que le parc, c'était ça, et ça passe. Vous savez combien de personnes ont posé des actes dans leur vie qui ont conduit à la mort de certaines personnes. Mauvaise façon d'annoncer une nouvelle, la personne s'écroule et décède. Vous avez volé l'argent d'un membre de la famille, fait un AVC hôpital. Vous avez pris l'argent de quelqu'un. Vous savez, on a autant d'actes dans nos vies qui d'une manière ou d'une autre a suscité, a tué quelqu'un. Une femme, un jour un monsieur va faire, à l'époque c'était, on appelait ça encore quoi, un bambok. C'était, ça a changé de nom, c'était un supermarché qui a changé de nom. Non, ici là quoi, ça a changé de nom. J'oublie le nom. C'est un truc français, ça a changé de nom. Récemment, ça continue à exister, mais sous un autre nom. Le monsieur va faire ses achats. Quand il sort du magasin, du supermarché, il trouve, comme il avait laissé le véhicule baissé, il y avait des gars qui gardaient à l'époque, avec des chiens, qui avaient des muselières et qui gardaient. Il voit un enfant dans le véhicule. C'était Tati. Voilà. Non, c'est le nom là, c'est Score. Voilà. C'était Score, Bombok Score, qui a changé de nom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars sort, il demande, mais vous qui avez déposé le bébé? On lui dit, les gardiens disent, nous on n'a rien vu, on n'a pas vu. Bombok se rappelle de cette histoire. Le type décide de rentrer chez lui avec l'enfant. Il arrive, il explique à sa femme que chérie, voilà, je suis allé faire moi les achats comme je sentais, j'ai trouvé l'enfant aussi dans la voiture. Avant, on était d'abord allé au commissariat. Voilà, au commissariat, on a dit, voilà. Dit non, va enregistré, garde l'enfant. Quand il dit, je suis parti au commissariat, la femme dit que, pardon, je veux pas les bâtards chez moi. Pardon, les histoires qu'on entend là, j'en ai déjà ma claque, ta bordellerie et tout ce que tu vraiment sors de chez moi avec cet enfant. Tu as là, c'était une femme, elle est venue abandonner l'enfant. Je te dis quoi? Ça prend des proportions, elle appelle sa mère, elle appelle la famille de l'homme. Hein, voilà, je reçu laissé comme ça, voilà, ça ne va pas, on se sépare. L'homme dit d'accord, pour te prouver que c'est pas moi, on fait le test de paternité. Je suis prêt à payer le prix. C'est comme ça que le type dit, ok, on s'en va. La femme dit, oui, on part. Après, il se tourne, il regarde et c'est un autre enfant, il dit, monsieur, dans la voiture.
monde. La voyez, laisse mes enfants, messieurs, dans la voiture. Ils vont, ils passent le test, ils rentrent, ils attendent. Je ne suis pas sûr. Lorsque les résultats arrivent, La suite de l'histoire. lorsque les résultats arrivent, aucun des 5 n'était son enfant, n'était ses enfants. Aucun. Les 5 Aucun des 5 enfants n'était ses enfants. Même pas un seul. même pas un. Et l'enfant en question n'était pas son enfant. Il dit à la femme, porte tes sales bâtards, tu sors de chez moi, regarde mon enfant. Celui qui l'a trouvé dans la voiture. Oui. Oui, il a dit, je garde mon enfant. Non, il a dit que Dieu a vu tout ça, il m'a donné un enfant. Un enfant. Ouais. Donc, mais Et- vous dites, et ouais. un enfant sans souillure. Vous dites, ouais. Tout à l'heure, quand on disait que le bâtard Dominique faisait comme ça. Mais c'est pas l'histoire. Alors, vous voyez jusqu'à quel point les situations se retournent parfois dans la vie. Tant que vous n'avez pas atteint l'âge où la mort vous guette, n'est-il pas que vous avez vécu. Donc cette femme qui aujourd'hui lance un regard coupable sur cette fille, elle-même est hautement coupable. Nous marchons chaque jour, mais sur nos fronts, nous avons la culpabilité. Si on vous révèle ce que certaines personnes font dans le noir, Monsieur Dean, je doute fort que vous les saluerez. Si on vous révèle ce que certaines personnes font pour avoir de l'argent, je doute fort que vous allez les saluer. Si on vous révèle comment des gens ont détruit leur famille en tuant pour avoir de l'argent, je doute fort. Alors celui qui se lève pour juger aujourd'hui devrait se poser une question. Est-ce que moi, je suis irréprochable? C'est une très belle chute quand même. Là, personnellement, plus rien à dire. C'est les bantos. Il faut dire merci aux bantos. La colère de Charles Amel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la multiplicité des contrôles clandestins abusifs sur les axes routiers dans ce pays. Douala Bafoussam, sans route. Contrôle clandestin abusif. Yaoundé Douala, grave. Yaoundé Bertois, main sur la tête. Yaoundé Ngoro, Yokolena, main sur la tête. Les axes routiers sont devenus des guichets d'encaissement. Pas de contrôle, mais d'encaissement. Les axes routiers sont devenus les lieux où on prélève obligatoirement, systématiquement, sans prendre la peine de contrôler. C'est vendredi aujourd'hui. Tous les usagers savent que désormais le radar ne dit plus rien. Que vous accélérez ou pas, vous serez flashé. Conséquence, vous payez. Que vous soyez en situation de surcharge ou pas, on va découvrir que vous avez des amortisseurs défectueux et d'ailleurs ils marchent avec les infractions. Messieurs, vos phares ne brillent pas convenablement. 3500. Messieurs, l'amortisseur arrière gauche est très affaissé, présente un risque d'accident. Amende 5600. Messieurs, vos pneus sont pas gonflés à point. D'ailleurs, vous gonflez à combien? 3.0 ou 2.0. Ils savent que vous ne maîtrisez rien. Payez. Les populations et les usagers se retrouvent à subir, en moins d'1 kilomètre, 2 contrôles. 2. Bonjour, messieurs, bonjour. Contrôle spécial. Bien vouloir serrer. Ne vous rebellez pas et ne me demandez pas l'ordre de mission parce que je n'en ai pas. Pièces et dossiers du véhicule.
Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont tombés sur un bobo, ils ont un motif. Messieurs, utilisation abusive d'un véhicule doté d'une beauté exceptionnelle. Vous allez en plein sourire payer. Ils ont toutes les techniques. Ça peut faire rire, mais c'est grave. Comment comprendre que plus loin, dans les centres urbains, désormais, Douala avec, ils sont nombreux à faire des contrôles spontanés. Le véhicule ici, égaré très loin, de manière spontanée, on subit derrière, on atterrit ou on klaxonne derrière vous. Salut, messieurs. Activité paranormale dans votre véhicule, serré. Chef, les véhicules ne sont même pas fumés. Chef, il y a quoi de paranormal? Ouvrez la main arrière. On vous paie un temps énorme pour après dire désolé. Messieurs, votre pièce est permis. Vous êtes invisible, on ne vous voit plus bien. Est-ce que c'est vous? Payez. Messieurs, on ne roule pas comme ça en milieu urbain. Chef, j'étais à 30, 40. Messieurs, on ne roule pas comme ça sur cet axe. Monsieur Séron va vous verbaliser. Payez. On est devenu quoi dans ce pays, une vache à lait? L'école gratuite ne nous laisse pas. Les fournitures ne nous laissent pas. Les trous et nids de cratères ne nous laissent pas pour subir autant d'affronts. Comment donc comprendre plus loin qu'un voyage aller-retour entre Douala, la capitale économique du Cameroun, et Bangui, la capitale de la République centrafricaine, on se retrouve à payer en moyenne 64 000 francs CFA aux camionneurs desservant ce corridor. Cet argent va où et dans quelle caisse? Passons. On a eu un préfet, tout un préfet qui nous a fait un arrêté. Je n'ai mis personne sur la route. Ceux qui font, si vous attrapez, bien vous la saisissez-le. Saisissez-le. C'est quand même fou, hein. C'est incroyable. On en parlait encore il y a quelques jours ici de cette note du préfet. A dit identifier les gens qui font les cons. J'étais tombé des nuits ici. Donc il nous demande à nous de faire son travail. En gros, c'était ça. On a, mon Bengan, Charles Hamel a parlé de ces contrôles routiers sur le corridor Douala-N'Djamena. On a 103 postes de contrôle. 103 postes de contrôle. J'imagine qu'à chacun de ces postes-là, on a un bac chiche qu'on glisse. Comment on fait ça? Pourtant, lorsqu'on arrive à N'Djamena, pour rallier la ville, par exemple, de Moundou ou de Sara... Vous êtes au Tchad. Le Cameroun, entre Douala et le Tchad, a un poste de contrôle tous les 18 km. Oui. Alors que le Tchad, lui, entre le même, partant de chez lui, a un contrôle tous les 145,5 km. La précision en vaut la peine. Pourquoi on veut arnaquer les Camerounais comme ça? Parce qu'on a laissé les Camerounais dans la débrouillardise pour mieux engranger de l'argent. On a fait exprès de procéder à la tolérance administrative. Oh, le mot que vous avez pour sucrer les gens. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'au lieu de faire une commission interministérielle, c'était 3, ministère des Transports, délégation de la Sûreté nationale et gendarmerie. Et la gendarmerie. Et la gendarmerie, les polices et les gendarmeries se sont disloqués. Ils sont disloqués, ils ont dit que non, ils ne font pas ça, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Parce que quand les agents du ministère des Transports viennent et ils ciblent quelque peu, bon. Et donc dit, la gendarmerie peut déployer ses services, la police également. Et il y a la police, on dit, j'ai mis les contrôles, ça va ainsi de suite. La gendarmerie, de peloton routier motorisé, peloton, ainsi de suite. Voilà. Plus encore,
ce qu'on appelle les brigades de sécurité routière qu'on met souvent là et tout. Ça n'enlève pas les autres. Donc, en fait... Quand les gars entrent, ils vous disent prévention routière. Ouais, c'est le week-end dernier, justement. Elle a été, ça m'a amusé. Après, elle était dans l'arrondissement de Ngoué. On stoppe un pick-up. Il avait tout. Et quand il disait ça là, mais nous on était derrière. Ça m'a amusé. Il dit, regarde, voilà. Il dit, non, chef, stop. Il voulait passer. Il dit, parce qu'on n'a pas marqué ici derrière. On met souvent 60 km h 5 places. PT, PCT, tout ça. Ce n'est pas mis. Non, une infraction. Vraiment. Oui, mais tout à fait. Ne disait ce n'était pas marqué. Et il est passé là environ une heure. Il a dit à le chauffeur, non, laissons, je veux voir ça. Oui, on peut pas voir. J'étais un voiture de tourisme. Il dit non, je vais voir comment les gars la font. Effectivement. Et le gars, il était obligé de donner. Voilà. Et ça me rappelle une histoire, Pamela Fomen, que j'ai vécue personnellement. Je prends un taxi pour rentrer chez moi. On a bifurqué au niveau de la douche municipale. À l'entrée d'une agence de voyage, 2 policiers surgissent. Stoppent notre véhicule. Je suis là, je ne parle pas. Ils demandent les pièces et tout. Je me rends compte que mon chauffeur de taxi a toutes ces pièces. On lui demande sa carte nationale d'identité. Il sort la carte nationale d'identité. Son récipicier qui se voyait plus forcément bien et il était censé aller renouveler dans 2 jours. On lui dit non monsieur, sortez du véhicule et tout. Je vois la discussion prend une autre tournure. Je décide de m'en mêler. Je sors du véhicule. Je dis bonjour messieurs. Il dit, bonjour, vous voulez quoi? Entrez dans le véhicule. Je dis non. Pourquoi vous nous stoppez? Il dit on est en train de faire un contrôle et tout. Où est votre ordre de mission? Contrôle de routine. Voilà, contrôle de routine. Je leur demande où est votre ordre de mission? Que vous êtes qui pour demander? Je dis, c'est là où les autres me reconnaissent. Ah ouais. Les autres me reconnaissent. Ah, le journaliste. Je suis journaliste pour Equinox et je pose la question en tant que journaliste désormais. Où est votre ordre de mission? Il y avait un monsieur, un plus gradé, plus âgé de l'autre côté. Il a compris que la situation commençait à aller dans tous les sens. Il fuit, devient passager directement dans un bus. Dans le chef de patrouille, ces gars, c'est Fantomas. J'ai dit, le chef de patrouille, il a disparu. Il a disparu, le gars. Ces gars, c'est Fantomas. Les chefs de patrouille, quand ils savent que c'est compliqué, vous voyez comment il fait comme Michael Jackson. Ils font les clins d'œil. Quel clin d'œil? Chacun s'est débrouillé. À qui? C'est lui qui disparaît. Il a disparu. Il a laissé ces 2 éléments-là sur place. Donc, maintenant, on a cette situation-là. Et finalement, le préfet nous dit pardon, arrêtez les gens. Si vous les voyez dénoncer, vous faites comment pour les reconnaître? C'est à moi de vous poser la question. Demandez à Benjamin Boutou, c'est son affaire. Moi, j'ai envie de savoir, c'est après combien de kilomètres qu'on doit retrouver ces personnes? Je crois qu'il y a une limite. Est-ce que c'est après 10? Je crois que c'est à moyen 5 kilomètres. On ne nous a jamais donné le kilométrage. Quand on sort d'une ville, il peut y avoir un contrôle GMI. Non, c'est normal. Quand on sort d'une ville, contrôle le groupe. Quand on va entrer dans une ville, contrôle. Bien sûr, mais quand ça se multiplie tous les 10 km. S'il y a des contrôles entonnants, je veux dire entre les deux, on vous dit pourquoi on veut. Est-ce que c'est l'ouverture des transports de tues? On vous interpelle pourquoi? C'est ce que, comment vous appelez ça? On demande une pièce précise. Justement, le motif même du contrôle et tout. Du contrôle. Sauf que si c'est pour les cartes d'identité, on vous dit on contrôle seulement les cartes nationales d'identité. Sauf que les Camerounais, parfois, et moi, c'est si c'est pour les vignettes, si c'est pour, voilà, et tout. Donc, oui, peut-être vous, pour le cas que vous avez raconté, Cédric, vous avez eu la chance d'avoir en face de vous des hommes en tenue. Parfois, ce ne sont même pas des hommes en tenue qui sont en face de vous, ce sont des personnes qui ont abordé la tenue des hommes en tenue. C'est eux que Benjamin Boutou dit qu'il n'a jamais donné le gilet. Comme je disais, vous faites comment pour savoir si la personne n'a pas un badge, la personne n'a pas un brassard, la personne n'a pas une tenue. C'est-à-dire que vous qui ne connaissez rien, vous faites comment? Ça, le préfet nous dit qu'on a des dons de divination, nous les usagers. On a un scanner aux yeux. Et puis je sortirai en disant que les transporteurs vraiment essayent aussi de se mettre à jour. Ce n'est pas une histoire de transporteurs, même les usagers. Si tout le monde est à jour, il n'y aura pas le phénomène de rançon et autres. Et maintenant, si tout le monde est également avisé, je crois qu'il y a quand même le minimum. Parce que parfois, vous êtes sur la bonne route, c'est-à-dire que vous avez tous les droits de demander à la personne, présentez-vous, vous êtes qui? Mais vous avez toujours peur. La peur, c'est que
vraiment, si je pose cette question, comment est-ce que la personne va prendre? Est-ce que si la personne me demande telle pièce, est-ce que moi aussi j'ai... Vous êtes en droit de demander à l'officier qui est devant vous de s'identifier. Parce que dans le domaine, là-bas, il y a un seul ou bien le moto, je sais pas quoi. Non. Il aura toujours cette c'est tendance l'État, c'est le gouvernement qui a fait. Allez à la gare routière Bonavera, c'est les gens qui vont à la gare routière. Il y a ça. Combien de gens, plus de citoyens font l'autostop. Il y a une gendarmerie à côté. Il y a la police. Pourquoi on laisse faire? Ça veut dire qu'on doit construire normalement les gares routières. Bien sûr. On sait que voilà, il y a ici, et les syndicats de transporteurs qui, j'allais dire, organisent leur mouvement et leur activité. Et les autres qui condamnent, ils laissent faire, ils ne font pas. Justement, comme là maintenant, il y a une série de pique-niques qui sont arrivés ici. Pourquoi on ne peut pas leur dire, mon cher ami, on vous donne, si vous voulez, vous enregistrez comme agence de voyage, faites ça. Mais non. Donc quand vous dites conformer, quand vous êtes déjà, vous avez envoyé, ça veut dire que c'est un transport clandestin, puisque ce n'est pas une agence en tant que telle. Quand vous dites vous conformer, on vous laisse ça, c'est ça qu'on appelle tolérance, on tolère, on va vous dire, l'État est compréhensif par rapport aux souffrances des populations, ce qui fait que... Ça ramène, il y a une image. On saura désormais que, non, qui va aller à ça, mais là, on peut faire l'autostop, je prends des jamais. Il y a une image qui me revient à chaque fois qu'on parle de ces affaires de contrôle routier. C'est une image qui est devenue virale sur la toile. On voit un policier dans les Sissongo, là, planqué comme ça, il est là. Non, c'est le serpent qui s'occupe de l'embuscade. Il y a un contrôle, je n'ai rien contre eux, je ne vais pas citer une fonction boulot où un routier a interpellé un véhicule. Non, je ne sais pas, Dominique, la paix, je ne sais pas. Le monsieur a garé la voiture, le policier, le routier descend, il dit qu'il va procéder à une inspection. Il dit à l'homme, laissez tourner, il entre dans le véhicule. Il dit au type, mettez la clim dernier niveau. Le type met la clim dernier niveau. Il dit, mettez la musique. Il met la musique. Il teste le dossier. Après, il redescend, il ferme. Il dit, je voulais juste tester la voiture, monsieur. Vous pouvez partir. Regardez jusqu'où. Regardez jusqu'où on est arrivé. Pour un petit pouvoir qu'on a donné à quelqu'un, il a l'impression qu'il peut poser un ensemble d'actes et d'actions. Quel est le contrôle qui nécessite que le routier entre s'assied dans le véhicule? Il vous demande de mettre la clim, la musique. Le refait, gars, il s'est cru dans une discothèque. C'est une visite technique. Donc, il est technicien, en fait. Autre fait, c'est à l'ouest, où on interpelle le véhicule et on vous dit rétroviseur non conforme. Oui. Monsieur Din, vous avez la fiche technique de votre véhicule, double pied. Il n'a pas encore le véhicule. Non, j'ai demandé. De ma BM double pied, il a demandé ma BM double pied. Non, j'ai pas de fiche. Est-ce que chacun qui roule, on vous dit rétroviseur non conforme? Ça veut dire quoi? On exige, il a payé 25 000 sur place. Rétroviseur non conforme. C'est 25 000 dans le... Pamela Fomen nous a emmené un truc une revue des réseaux sociaux où on a fait payer. Oui. Est-ce que le rétroviseur c'est 25 000? Est-ce que quand tu achètes une voiture, tu sais que la norme des rétroviseurs c'est quoi? Ok. En tout cas, c'est autant de situations qui se posent. Vous avez certainement, vous aussi, été victime de cela d'une façon ou d'une autre. Mais nos autorités sont des éternels incorrigibles. Ils piègent tout le temps. Nous, on vous piège, vous, juste après cette petite marque de publicité.